Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur qu'est-ce qui définit la droite et la gauche en politique par Ce n'est qu'une théorie. Donc, ce qui m'a inspiré cette présentation, c'est cette intervention de Emmanuel Macron devant les enfants d'école primaire, intervention dans laquelle on lui a demandé de définir la droite et la gauche et où il a répondu en parlant de liberté et d'égalité. Donc son intervention, elle a suscité pas mal de petites moqueries en fait sur Facebook où les uns et les autres ont discuté de la simplicité avec laquelle il définissait les deux côtés de notre paysage politique et où chacun s'amusait un peu à dire ce que lui considérait euh, comme étant la définition de la droite et la gauche. Donc de là, j'ai essayé en fait de synthétiser un peu les choses que j'ai pu voir dans ces commentaires et d'en faire quelque chose d'un peu cohérent pour vous présenter donc cette théorie sur qu'est-ce qui définit la droite et la gauche en politique. Donc juste avant de commencer, je voudrais reprendre quelques éléments d'histoire pour expliquer d'où viennent déjà le mot de droite et de gauche à l'origine. Donc ça vient d'où? Ça vient de la Révolution, de l'époque de la Révolution. Donc le 11 septembre 1789, on a les députés de l'Assemblée constituante, c'est-à-dire les députés qui doivent voter la toute première constitution de la République française, qui sont réunis pour délibérer du droit de veto accordé au roi Louis XVI et qui se répartissent spontanément du part et d'autre du président de l'Assemblée. Donc, à droite du président, on a les monarchiens, ceux qui sont partisans d'un veto absolu qui permettrait au roi de rejeter définitivement toute loi qui serait soumise ensuite dans la République. Et à gauche s'installent les opposants qui préfèrent un simple veto suspensif, donc qui donne moins de pouvoir au roi. Donc au tout départ, la droite, c'est quoi? Ce sont les conservateurs, ceux qui défendent la tradition. Donc à l'époque, la tradition, c'est quoi? C'est respecter le monarque, Louis XVI, qui tenait son statut du droit divin. A l'inverse, la gauche, c'est les révolutionnaires, ceux qui rejettent l'ordre établi. Et à l'époque, la Révolution met fin à la monarchie absolue de droit divin, qui donc était l'ordre établi. Donc c'est intéressant parce que ce côté conservateur, respecter les traditions, ça reste encore une des valeurs qui caractérise la droite aujourd'hui, tandis que ce côté un peu révolutionnaire, remise en cause de l'ordre établi, c'est une des valeurs qui caractérise effectivement la gauche aujourd'hui. Donc pour autant, évidemment, la droite n'est pas, en tout cas pas dans son ensemble, en faveur d'un retour d'une monarchie absolue. Donc on va réfléchir pour essayer de voir comment on pourrait définir la droite et la gauche en politique aujourd'hui, un peu plus dans le détail. Donc je vous présente une théorie issue un peu des discussions que j'ai vues passer et de mes propres conceptions sur le sujet. Et en tant que scientifique, j'ai voulu tester ma théorie, donc en fait on terminera avec un petit graphique issu d'un sondage que j'ai fait dans le but de tester ma théorie. Donc comment définir la droite et la gauche aujourd'hui? Donc une des qualificatifs que j'ai vu revenir le plus souvent dans les commentaires, c'est que la droite c'est la méritocratie. On récompense le mérite. Donc ça semble totalement opposé au droit divin, qui est que le statut le plus élevé de la nation, celui de monarque, était issu d'un don qui avait été donné et pas du tout de l'effort de la personne. Mais en fait, derrière cette idée de mérite, si on creuse un peu, on se rend compte que ce mérite, il est considéré comme étant un succès qui est proportionnel aux dons qu'on a en tant qu'individu. Or, les dons, d'où viennent-ils? Eh bien, soit ils sont reçus du ciel, du point de vue des croyants, soit ils sont reçus de la nature, pour les plus matérialistes. Donc, il y a une idée, en fait, que quand on a reçu plus de dons, eh bien, c'est la loi du plus fort, celui qui a le plus de dons réussit mieux, et c'est normal. Donc, en fait, on est bien toujours dans l'idée qu'il est normal que le statut dont on jouit soit corrélé à ce qu'on a reçu en termes de dons de la nature. Alors attention, parce que si on demande aux gens de droite
ce que c'est la méritocratie, en général, ils vont nous répondre que la méritocratie, c'est récompenser les efforts. Ce qui est un peu différent de ce que je disais précédemment, que la méritocratie, c'était récompenser les dons. Donc pour les gens de droite, plus on fait d'efforts sur l'axe en bas, plus on est riche, sur l'axe désordonné. En fait, si on regarde ce qui se passe dans la réalité, on remarque quoi? Eh bien, on regarde par exemple des ouvriers qui travaillent dur pour réparer ou faire des routes, qui travaillent avec acharnement, ou si on regarde une personne handicapée qui va se battre au quotidien pour acquérir ne serait-ce qu'un minimum d'autonomie, ces gens font beaucoup d'efforts et pourtant ils sont pas très riches. À l'inverse, si on prend Liliane Bettencourt, qui est une riche héritière, on n'a pas le sentiment qu'elle a eu à faire beaucoup d'efforts pour acquérir toute sa richesse. Si on prend le patron de LVMH, on nous dit souvent que c'est la prise de risque qui justifie la richesse. Peut-être qu'il y a le risque de se retrouver un jour en prison, je ne sais pas. Mais là non plus, on n'a pas l'impression que l'effort fourni est équivalent à l'effort physique d'un ouvrier, par exemple. Donc quand on regarde ces cas de figure, on a plutôt l'impression que dans la réalité, la corrélation elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gens qui font peu d'efforts peuvent être très riches et les gens qui font beaucoup d'efforts, à l'inverse, pas du tout riches. Alors ça, c'est des cas extrêmes. Mais si on prend des cas moins extrêmes, par exemple, qu'on compare des cadres et des ouvriers, donc le cadre, on sait tous, gagne plus qu'un ouvrier, et pourtant, en termes d'efforts, on peut mesurer un peu les efforts fournis en termes d'espérance de vie. Et on remarque quoi quand on fait ça? On regarde, on voit que les cadres vivent en moyenne 84 ans, alors que les ouvriers vivent en moyenne 77,6 ans. Donc ça fait un écart de 6 années de moins pour les ouvriers, c'est-à-dire que l'effort qu'ils fournissent au travail réduit leur espérance de vie de 6 ans. Et ils sont moins payés. Donc, en fait, cette tendance générale, elle est vraiment significative, c'est-à-dire que non, on n'a pas plus d'efforts qui conduisent à plus de richesse. On a plus d'efforts qui conduisent à moins de richesse. Et donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que la méritocratie, c'est vraiment valoriser les dons qu'on a reçus au départ, que ce soit en termes de capacité ou en termes d'héritage et de conditions favorables au départ, que de valoriser l'effort. Parce que si vraiment c'était valoriser l'effort, alors on se battrait pour que toutes les personnes qui sont handicapées ou ouvriers soient beaucoup plus riches que des gens qui n'ont pas fait d'effort. Donc il faut faire attention, il y a une sorte de jeu sémantique en fait où on fait croire que la méritocratie c'est valoriser l'effort, mais où en réalité c'est bien valoriser le fait d'avoir des dons particuliers. Donc maintenant, si on cherche à définir la gauche, donc je pense que la gauche, on avait vu historiquement, c'était l'opposition à la droite. Donc si c'était encore l'opposition à la droite, est-ce que être de gauche, ça consiste à rejeter la méritocratie ou pas? Donc je pense pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de degrés et on va aller du centre vers l'extrême gauche pour voir de quelle manière. Donc si on prend les centristes, qui sont un peu plus à gauche que les gens de droite, je pense que pour eux, l'idée c'est de permettre à chacun d'exprimer son potentiel. Et pour eux, pour que chacun puisse exprimer son potentiel, il faut au minimum des conditions socio-économiques qui soient égalitaires. Si on prend des gens de gauche, en fait, il faut aller un peu plus loin. Pour les gens de gauche, c'est bien d'exprimer son potentiel, mais pour permettre à chacun d'exprimer son potentiel, il faut au minimum des conditions socio-économiques qui soient équitables. Donc c'est quoi la différence entre égalitaire et équitable? Eh bien, égalitaire, c'est qu'on donne la même chose à tout le monde, et puis si on a donné la même chose à tout le monde, ensuite, tout le monde fera ce qu'il peut avec ce même point de départ. C'est quoi équitable? Eh bien, c'est que on va compenser le fait que certains partent dans des conditions plus mauvaises au départ par des moyens plus importants. Donc, par exemple, si des gens sont dans des conditions socio-économiques plus défavorables, eh ben, on va investir plus sur ces personnes pour leur permettre de compenser ce handicap
de départ. Et pour l'extrême gauche, en fait, on considère qu'il n'y a aucun vrai mérite qui puisse découler d'un potentiel qu'on a reçu du hasard. En fait, on pense que comme tout ce qu'on a comme potentiel, c'est hérité du hasard, on ne mérite pas de jouir d'un statut plus important du fait de ces potentiels. Et du coup, pour l'extrême gauche, on doit compenser les injustices innées par une solidarité sociale. Donc, en fait, je pense que vraiment, il y a, comment dire, le fait d'être à droite ou à gauche, ça dépend beaucoup de la perception qu'on a du mérite et de l'importance qu'on doit donner à ce mérite dans le statut des individus. Donc, pour l'extrême gauche, le mérite n'existe pas. Du coup, il faut une solidarité totale entre les gens et un partage total des richesses. Pour la gauche, le mérite existe et puis on doit pouvoir récompenser un peu le mérite, mais il faut qu'il puisse s'exprimer dans des conditions socio-économiques qui sont équitables. Et du coup, on va donner une aide qui va être proportionnelle aux besoins particuliers, par exemple des handicaps ou des conditions socio-économiques au départ défavorables. Pour le centre, le mérite doit s'exprimer, mais ne peut le faire que dans des conditions socio-économiques égalitaires, c'est-à-dire tout le monde reçoit la même éducation, et puis chacun se débrouille avec cette éducation. Pour la droite, l'idée principale, c'est que quand on veut, on peut, et que les contraintes socio-économiques, en fait, ont peu d'impact. Et donc, pour la droite, chacun a ce qu'il mérite, même si au départ, tout le monde ne reçoit pas la même chose, on devrait pouvoir dépasser les inégalités de départ par l'effort. Et enfin, pour l'extrême droite, en fait, on va vraiment très loin. On considère que non seulement le mérite de l'individu doit déterminer totalement ce dont il jouit, mais en fait, en plus, on considère que le mérite des ancêtres doit bénéficier aux descendants. Et du coup, même un statut social qu'on a reçu des ancêtres est mérité pour l'extrême droite. Donc ça, on le ressent évidemment quand on parle de gens qui ne sont pas nés dans notre pays. Donc l'extrême droite va considérer qu'ils ne méritent pas de bénéficier des avantages de notre pays. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Ça va aussi à l'intérieur du pays. Des gens, pour l'extrême droite, ils ont une certaine logique. Donc des gens qui ont un statut social bourgeois méritent son statut social et il ne faut pas se leurrer. Pour l'extrême droite, des gens qui sont ouvriers méritent leur statut d'ouvrier. Alors, j'ai prête à mettre ma main à couper que ceux qui sont de gauche vont dire oui, non, mais tu as mis le centre beaucoup trop à gauche. En fait, les gens de droite, les gens du centre sont beaucoup plus à droite que ça sur l'axe. Et les gens de droite, à l'inverse, je suis à peu près sûre qu'ils vont me dire non, tu as mis le centre un peu trop à gauche. Nous, on pense qu'il faut aider les gens proportionnellement à leurs besoins quand même, et on n'est pas à gauche. Alors, c'est un paradoxe un peu intéressant. J'ai fait un axe qui, je pense, réalise le meilleur compromis entre tout le monde. Mais je voulais m'intéresser un petit peu à pourquoi, en fait, on aura ce désaccord. Donc, j'ai une autre théorie. Donc, ce dont j'ai un peu l'impression, c'est que c'est plus valorisant d'être à gauche sur l'axe. On n'a pas envie de considérer que chacun doit se débrouiller avec ce qu'il a en termes, de conditions socio-économiques, de handicap, etc. Évidemment, chacun va dire non, moi je pense que l'État doit être égalitaire et donner les mêmes chances à tous, et que chacun puisse exprimer son potentiel pour que vraiment la méritocratie ait du sens. Du coup, chacun va se poser vraiment à gauche sur l'axe. Mais ce qui va se passer, j'ai l'impression c'est qu'on va débattre de la part de ce qui relève des conditions socio-culturelles, donc ce qui crée des inégalités qui sont du ressort de la société, qui sont de la responsabilité de l'État, et de ce qui relève de l'individu uniquement, donc des dons de la nature, de la personne, dans le succès des individus. Donc en fait, on va dire que oui, il faut vraiment que la société soit égalitaire et qu'elle donne les mêmes choses à tous les individus
quand on est à droite, mais en fait on va dire que on va débattre pour dire que bah non, telle chose, ça c'est pas inégalitaire, c'est pas une limite, donc en fait c'est déjà égalitaire. Donc si on prend un exemple, si je pose la question, le système éducatif français offre-t-il les mêmes chances de réussite à tous, à des gens de droite et à des gens de gauche? Les gens de droite, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire oui, les différences entre établissements, elles sont négligeables, il suffit d'avoir un peu de volonté pour y arriver. Ceux qui n'y arrivent pas ne sont pas doués ou manquent de volonté. Du coup, pour les gens de droite, en fait, ils admettent qu'il faut une aide qui soit proportionnelle aux besoins particuliers, mais ils considèrent qu'en fait c'est déjà le cas, et que du coup, ce qu'on reçoit c'est suffisant, et donc que chacun a ce qu'il mérite. Donc en fait, pour les gens de droite, les trois propositions du milieu, elles sont équivalentes. Et c'est ça qui leur permet de penser que, de leur point de vue, ils pensent vraiment que il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de considérer que l'État doit accorder une aide proportionnelle aux besoins et en même temps de considérer que chacun a ce qu'il mérite dans l'état actuel des choses. Alors que si je prends des gens de gauche, ils vont me répondre que non, il faut plus de moyens. Ils vont me dire qu'on voit des établissements difficiles avec des enseignements qui sont peu expérimentés, que la plupart des établissements publics sont en sous-effectif. Ils vont me dire que les enfants des milieux privilégiés s'en sortent parce qu'ils vont dans des écoles privées ou dans des cours particuliers. Donc, ils vont penser que non, le système n'est pas égalitaire. Donc ça, en fait, on le voit vraiment avec ce que j'appelle des postures. Si je regarde les deux articles que vous voyez là, une posture de gauche, ça va être quoi? Donc je traduis en anglais. C'est écrit, c'est mieux d'être riche et de niveau médiocre que pauvre et brillant en Grande-Bretagne, admet le secrétaire de l'éducation. Donc c'est ça une posture de gauche, c'est on va dire que on va chercher à montrer que des gens qui sont brillants réussissent moins bien que des gens qui sont mauvais, et que c'est vraiment les conditions socio-économiques qui font la différence. En bas, j'ai un article qui relève pour moi d'une posture de droite. En fait, c'est un article qui parle de la corrélation entre le QI et le revenu des gens. Donc ils vont dire qu'il y a une grande corrélation entre le QI et le revenu des gens. Donc ces deux positions ont l'air a priori incompatibles, mais en fait quand on fait des statistiques, vous allez voir qu'on peut avoir exactement les mêmes positions issues des mêmes données et du même constat. Donc je prends un exemple. Ici, on a un graphique qui représente quoi? Qui représente la réussite au brevet des collèges en fonction du QI pour des élèves de 3e. Donc, on voit quoi? On voit que on a une grande tendance générale avec laquelle des individus qui ont un QI plutôt faible ont généralement une performance plutôt faible, alors que des individus qui ont un QI à droite plus élevé ont une performance en haut plus élevée. Donc on a effectivement une grosse corrélation entre le QI et la performance au brevet des collèges. Mais c'est pas incompatible avec le fait que si on prend des points et qu'on regarde en fait la variation autour de la tendance, eh bien en haut à gauche vous avez des individus qui ont un QI pas si élevé et une bonne performance, et d'autres individus qui ont un QI très élevé et une mauvaise performance. Pourquoi? Eh bien, on va chercher, si on est de gauche en général, les raisons à cet échec, et on ne va pas s'arrêter à penser que c'est parce que ces gens ne font pas d'efforts, mais on va se dire peut-être qu'ils sont dans des conditions socio-économiques défavorables, etc. Et si on cherche, effectivement, on va trouver des explications de ce type. La droite va dire quoi? Quand elle voit ce genre de données, elle va dire voilà, c'est les caractéristiques de la personne qui joue le plus. Alors qu'à gauche, quand on voit ce genre de données, on va dire non, vous voyez, il y a beaucoup d'exceptions à la règle. On a d'autres facteurs qui jouent, probablement des conditions socio-économiques, et si on est de gauche, on va insister même plus loin. On va dire que de toute façon, le QI, il n'est pas purement génétique. Il dépend aussi des conditions dans lesquelles la personne évolue. Si on est dans des conditions socio-économiques défavorables, ben on a moins de chances
comment dire, d'avoir des parents qui sont 100% du temps ou des personnels qui sont 100% du temps à nos petits soins pour nous faire jouer à des jeux d'éveil, pour ensuite quand on est à l'école suivre nos leçons, etc. Et du coup, ça va déterminer nos capacités intellectuelles parce qu'on n'a pas autant d'investissement dans notre éducation. Et donc, ce qui va se passer, une fois qu'on a vu ces deux postures, c'est qu'on va entrer dans le débat du déterminisme génétique. Et c'est ça qui fait que ce grand débat de qu'est-ce qui est déterminé génétiquement divise énormément la droite et la gauche. Donc c'est un débat qui se pose en particulier pour les questions, par exemple, sur le genre. Une posture de droite, ça va être dire que les femmes, elles ont une certaine nature, donc les femmes sont régulièrement ramenées à leur nature, leur désir de rester au foyer, de s'occuper des enfants, d'être peu ambitieuses, etc. Alors que la gauche va avoir une posture où elle va défendre l'idée que le déterminisme de genre ne serait que socio-culturel. On a la même problématique avec les questions raciales. Donc si on considère les personnes racisées, c'est-à-dire régulièrement ramenées à leurs origines, la droite, elle va considérer que on va retrouver plus souvent à droite une dévalorisation raciste qui va être justifiée soit par la biologie ou par la culture supposée de la personne. Alors qu'à gauche, on va attribuer les échecs plus importants dans les populations immigrées, par exemple aux facteurs sociaux ou à d'autres facteurs dont on va attribuer la responsabilité à l'État. Alors ça, c'était la théorie, et j'ai voulu la tester en administrant un petit questionnaire sur Facebook pour voir en fait si effectivement on avait une relation entre la perception du mérite et le fait d'être à droite ou à gauche. Donc pour ça, dans mon questionnaire, j'ai posé 2 questions. Une première question, c'était quelle part de votre vie pensez-vous ne devoir qu'à vous-même? Donc, quelle part en fait de nos vies ne dépend que de nous et pas des hasards de la vie? Donc, une personne qui répondait 0 pense que très peu dépend de nous-mêmes et la plupart des choses de notre vie dépend plus des conditions dans lesquelles on a grandi. Et quelqu'un qui répond 100 va considérer à l'inverse que tout dépend de nous-mêmes et que les contraintes qu'on a dans la vie n'ont que très peu de rôle dans ce qu'est notre vie. Et puis, j'aurais posé une deuxième question, c'est de se positionner entre 0 et 10 sur un axe gauche-droite. Donc, une personne qui répondait 0 était très à gauche, une personne qui se considérait très à droite devait répondre 10, et une personne qui se considère plutôt au centre devait répondre 5. Et je vois quoi? Je vois que plus on se positionne à gauche, et plus la part qu'on attribue qu'à nous-mêmes dans le camembert est faible. Donc c'est une tendance qui n'est pas très 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 forte, mais qui est significative. Plus on est à gauche, plus on considère que la part de ce qu'est notre vie ne dépend pas que de nous-mêmes et dépend au moins en partie de contraintes dans lesquelles on évolue. Alors j'ai une petite limite, c'est que j'ai peu de gens de droite qui ont répondu à mon questionnaire, et donc s'il y a des gens qui sont à droite qui veulent répondre, ils sont bienvenus. Donc le fait que la tendance elle soit significative mais pas très nette, en fait elle me donne pas trop envie de jeter ma théorie, elle me donne plutôt de l'espoir. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens de droite qui reconnaissent ou du centre, qui reconnaissent en fait qu'il y a effectivement des contraintes qui limitent la capacité des individus à vraiment atteindre leur potentiel. Et donc ces personnes, en fait, j'ai envie de leur dire, mais si vous reconnaissez ces contraintes, est-ce que vous voulez voter en faveur de systèmes qui augmentent encore les contraintes, c'est-à-dire qui nient qu'on n'est pas actuellement dans un système économique qui permet à chacun de réaliser son potentiel, ou est-ce que vous voulez voter pour des gens qui reconnaissent que non, on n'est pas dans des conditions équitables et que il faut encore améliorer la solidarité pour que tout le monde ait les mêmes chances. Et puis j'ai aussi envie de m'adresser aux gens qui sont déjà à gauche, et notamment à ceux qui sont toujours dans ce piège du débat entre déterminisme génétique et déterminisme culturel. À ces personnes, j'ai envie de leur dire finalement que le déterminisme il soit culturel, bon, évidemment ça implique une responsabilité de l'État, mais qu'il soit culturel ou génétique, ça importe pas tant que ça.
dès lors qu'on reconnaît que, quels que soient les déterminismes, on n'a pas vraiment de mérite à jouir d'un statut qu'on a reçu, du fait de dons qu'on a reçus de la nature. Et du coup, ces personnes, j'ai envie de vraiment les amener à adopter de plus en plus un positionnement où on ne doit pas seulement valoriser la méritocratie et le fait d'accéder à un statut particulier parce qu'on a reçu certaines capacités, mais à un moment donné aussi, on doit vraiment se battre pour que même des personnes qui n'ont pas reçu ces dons puissent vivre dignement. Pour terminer, je voulais juste faire un petit récapitulatif de toutes les valeurs qu'on a énumérées au fur et à mesure de cette présentation pour la droite et la gauche. Donc pour la droite, on a dit c'est surtout la tradition, les gens qui sont conservateurs se retrouvent à droite, alors qu'à gauche, on a plus l'opposition à la tradition, le rejet de l'ordre établi. Pour la droite, on va défendre la méritocratie, alors qu'à gauche, on va défendre moins de méritocratie. La droite va défendre l'importance des dons pour définir le statut social dont on doit jouir, alors que la gauche va moins reconnaître l'importance de ces dons et va souvent plus insister sur l'importance des effets socioculturels dans l'état actuel des choses pour justifier l'importance de mettre en place des mesures solidaires. La droite va défendre prétendument l'importance des efforts et du travail dans le succès, mais en fait on se rend compte que dans la réalité, en pratique, quand on regarde les données, le système défendu par la droite ne valorise pas tant que ça les efforts et le travail. Donc c'est vraiment ces questions de don, cette notion de don qui est importante pour la droite, plus que réellement l'effort et le travail. Et la droite va défendre le libéralisme, qu'elle mettra souvent en parallèle avec le fait de défendre la liberté. Elle défend surtout que le meilleur gagne, alors que la gauche défend plus l'égalité et notamment le fait qu'on doit se serrer les coudes, quelles que soient nos capacités, qu'on doit être solidaire. Et la gauche ne rejette pas en fait la liberté tant qu'elle n'empiète pas sur celle des autres. Voilà, j'ai terminé cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur d'autres présentations. À bientôt.